Un réveil à tous. Merci pour ceux qui vont nous suivre jusqu'à 9h30. Merci d'être là et de nous accompagner et de découvrir toutes les thématiques retenues pour ce magazine en particulier. Alors aujourd'hui, commémoration, que ce soit en Algérie ou en Tunisie, on commémore le souvenir de cette répression sanglante dans Sariyat Sidi Youssef, durant laquelle le sang des Algériens s'est mêlé à celui des frères tunisiens dans une répression sanglante perpétrée par le colonialiste français. Donc on va évoquer justement le souvenir de ces martyrs et le rendre hommage aujourd'hui grâce à l'intervention parmi nous de Hassan Arab, donc journaliste spécialisé chez nous en histoire. Alors nous ferons aussi d'autres voyages, d'autres bonds dans l'histoire. Tout d'abord celle de l'émir Abdelkader, où nous évoquerons justement la moubaya'a de l'émir, l'allégeance octroyée par les différentes tribus qui ont soutenu l'émir dans sa lutte contre justement l'occupation française, l'organisation d'un premier État algérien digne de ce nom. Et puis on découvrira le sens de la moubaya'a grâce à un spécialiste en histoire également. Il s'agit d'Amar Belkhouja, qui a à son actif une trentaine d'ouvrages consacrés à l'histoire de l'Algérie, et puis particulièrement un livre consacré à l'émir Abdelkader, dont on parlera tout à l'heure. Alors dans cette édition de Bonjour d'Algérie, nous aurons le plaisir aussi de voyager encore plus loin, à l'époque ottomane, au XVIIIe siècle en particulier, avec l'auteur Selma Chergui qui nous fait découvrir Raïs Hamidou, donc ce corsaire hors pair, voilà, qui a marqué les esprits et dont différents quartiers, différentes institutions portent le nom aujourd'hui dans notre pays. On va revenir sur son parcours à travers un livre qui met en relief tout son humanisme et aussi toute la difficulté de son ascension au rang de Raïs. Aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de retrouver Naïb Kateb, donc le président de l'association Cordoba d'Alger, aussi qui dirige actuellement l'orchestre, le grand orchestre andalou de l'Opéra d'Alger. C'est à l'occasion justement d'un concert qui sera abrité par l'Opéra d'Alger, Boualem Bessaïh, ce soir. Le détail avec lui justement, mais aussi avec la voix qu'il a amenée avec lui, Nassima Hafaf en l'occurrence, sera à ses côtés une des solistes de ce spectacle andalou intitulé Layal al-Andalus. Merci mesdames, messieurs d'être avec nous. On n'oubliera pas bien sûr Mina Abed qui va faire un 2 en 1 aujourd'hui, puisqu'elle vous livrera les nouvelles du ciel, mais aussi nous emmènera droit vers Tamanrasset, le Tassili, le Hogar en particulier, pour nous découvrir un des bijoux de cette région. Restez avec nous, c'est après ceci. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Mina. Bonjour Nadia. Ça va? Oui, très bien. Très bien. Oui, quand il y a un grand sourire, un beau sourire comme ça, on peut être que bien avec vous. Exactement. Aussi, donc ravie de vous retrouver ce matin. De même. Ravie de découvrir les nouvelles du ciel, tout comme les téléspectateurs qui attendent certainement de savoir avant de sortir. Exactement. Certains. Alors, quelles sont justement ces cartes qui vont nous révéler ce temps? On va le découvrir tout de suite. Alors, bonjour à tous. C'est le retour des pluies sur l'ensemble des régions nord. Des pluies assez marquées, notamment sur le centre et l'est du pays. Des pluies parfois accompagnées de grêle, des pluies vers les régions intérieures, toujours celles du centre et les Aurès. Par contre, vers l'ouest du pays, on notera quelques passages nuageux, des nuages également. Du côté de Tindouf ou encore l'extrême sud et le long des frontières algéro-maliennes, on notera bien sûr de fréquences sous la bande de sable, notamment sur le Sahara central. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 11 degrés seulement à Annaba, on notera 15 du côté d'Oran, 17 degrés à Tlemcen, 7 degrés seulement à Sétif et Constantine, on notera 18 Gardaya, Béchar, on notera 16 degrés à Hassim Saoud, 18 degrés à Elizi, 21 degrés à Tindouf, 22 degrés à Adrar, Insalah, 27 degrés à Tamarasset, 24 à Djanet et enfin 33 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud.
On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents très 40 jusqu'à 50 km/h vers les côtes ouest, entre 10 et 30 km/h sur le centre et enfin entre 20 et 40 km/h vers les côtes est. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Comment ça, tout à l'heure? Mais il reste encore une petite rubrique. Oui, bon, la météo, ça sera encore tout à l'heure. Vous nous avez habitués, en tout cas, de très beaux voyages à travers le pays. Mina, depuis quelque temps. Voilà, on va donner un petit indice. Sur la carte, il y avait 27 degrés dans cette région. 27 degrés, un beau soleil avec quelques nuages. Alors ça, c'est le premier indice, mais on ne va pas dire encore. Non. On va peut-être découvrir en images cette belle région du sud algérien. On dira juste que c'est Mina Abd à l'instant, il faut aller encore plus loin. Là, on était en plein Tassili Nadjer et il faut descendre encore plus bas jusqu'à 1900, vous disiez, 1900 km d'Alger. Oui, effectivement. Voilà. Ouais, c'est une région aussi qu'on parcourt en 4x4. On ne peut pas se balader. C'est pas possible. C'est normal, effectivement. C'est pas du tout possible. C'est une région qu'on découvre effectivement en 4x4, mais avant d'aller faire la petite découverte et tout, autant commencer par visiter la ville de Tamanrasset, justement. Avec plaisir. Une ville qui est juste magnifique, avec ses vieilles bâtisses, ses artisans, des artisans qui sont toujours là, à la disposition des gens. Alors vous pouvez trouver des petits artisans qui sont spécialistes dans la fabrication du bijou, admirer justement cette fabrication, ce savoir-faire qui est très très ancien, des bijoux qui sont juste magnifiques. Il y a aussi des artisans qui sont dans le cuir, qui font des sacs, des chaussures, et c'est ce qui est bien là-bas, c'est qu'on peut les voir justement à l'œuvre, effectivement. Voilà, donc faire une petite visite et en même temps admirer justement ces artisans, ces artistes qui font juste des merveilles. Et après, bien sûr... Et c'est une question d'héritage dans cette société touareg, parce que voilà, il y a des métiers qui sont spécifiques à des familles. Et donc, exactement, ce sont des héritages de père en fils, de mère en fille, etc. Et donc, on a une multitude d'artistes et aussi de pratiques artistiques. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que voilà, c'est des méthodes qui restent anciennes, c'est des méthodes qui restent anciennes et chaque bijou a sa propre signification. Et c'est ça qui est juste incroyable. C'est un petit...
on peut dire que c'est un petit voyage dans le temps aussi. Oui. Voilà, c'est un petit voyage On peut donner n'importe quelle matière à un Touareg ou à une femme Targui, elle va en faire un joyau. Une œuvre d'art, ne serait-ce qu'un tissage, ne serait-ce que la récupération de tissus, de plastique, de métaux, de tout faire des motifs à la création. Il faut même des petits tableaux en cuir. Des tableaux en cuir, c'est quelque chose que j'ai vu, c'est juste magnifique. La tente Touareg en elle-même est une œuvre d'art. Le fait de les voir, le fait de les voir, c'est un dépaysement total. Et puis, quand on part à Tamanrasset, bien sûr, à 80 km de là, vous m'en avez parlé, la Scrème. C'est ça le petit joyau dont vous deviez parler ce matin, en fait. Exactement. On n'a pas dit, on est à Tamanrasset, à quelques encablures de la ville se trouve justement le mont de la Scrème. C'est à 80 km, c'est à peu près 3-4 heures de route en 4x4, donc le déplacement, ça vaut le détour, c'est juste magnifique, faire cette petite ascension, monter, vaut mieux le faire à pied. Moi, je pense, c'est mon avis. C'est difficile. C'est très difficile. Mais bien sûr, les passionnés de randonnée l'ont fait. Exactement. Mais ils prennent très tôt. Regardez-moi toutes ces couleurs. Mais justement. Cette superposition de montagnes, c'est le Hogar. C'est le Hogar, c'est magnifique. Cette palette de couleurs. C'est un musée. Tamanrasset, c'est un musée à ciel ouvert. Et là, je pense. C'est-à-dire quand on arrive le soir, on ne rate pas. C'est-à-dire les guides touristiques s'organisent de manière à nous faire parvenir avant le coucher du soleil. On dépose les bagages et on va admirer ce paysage féerique. Juste le plus beau coucher élevé du soleil du monde. Mais bon, quand on y va le soir, vaut mieux être bien équipé parce qu'il fait très froid, surtout si vous décidez d'y passer la nuit. Donc, en général, on n'a pas le choix. Donc, on passe la nuit dans le gîte. Le gîte ou même à la Belle Étoile. Et après, il y a le lever de soleil qu'on vient de voir qui est tout aussi beau parce que les couleurs du soleil viennent tout doucement nous caresser le visage alors qu'on a très froid, effectivement. Vous l'avez faite l'ascension? Malheureusement, moi je l'ai faite et on avait très froid, on était gelés. Mais après, quand il y a le plaisir de voir ce spectacle, on oublie le froid. Et on nous sert d'ailleurs un bon thé le matin, bien chaud. Et du coup, on oublie complètement. C'est magnifique, c'est tout juste magnifique. On admire le paysage et on profite aussi du silence. Et ce qui est bien, c'est que ça nous repose. C'est un paysage, on le dit, c'est un paysage lunaire, c'est un paysage féerique, magnifique. Surtout le soir, si on décide de dormir à la Belle Étoile, profiter de ce ciel dégagé. Il y a zéro pollution, donc on peut admirer les étoiles si vous êtes fan des étoiles. Donc autant y aller, admirer ces étoiles-là, profiter du silence, profiter du calme, pas de téléphone, pas de stress, pas de technologie. C'est juste magnifique et incroyable. Moi j'ai assisté une fois à l'observation du ciel par un télescope. C'est-à-dire qu'on a vu la Lune comme on ne l'avait jamais vue à Tamanrasset, on avait vu les étoiles comme on ne les avait jamais découvertes. Et c'est vrai qu'on peut même se passer de lampes à certaines périodes où il y a pleine lune, on peut s'installer, siroter un thé en pleine nuit, et c'est magnifique. À condition d'être bien couvert, vous l'avez bien dit. Justement. Parce qu'on culmine à 1000 mètres, je crois. C'est à peu près 2800 mètres du niveau de la mer, donc c'est vraiment haut. Donc, Tamanrasset est à 1000 mètres d'altitude déjà. Exactement. Et puis après, le Hogar, c'est waouh. C'est encore plus haut, donc effectivement, il fait très très froid la nuit, mais ça vaut le coup. Comme il n'y a pas de pollution, donc on peut facilement admirer la Lune, admirer les étoiles. Donc si vous aimez l'aventure, si vous aimez l'histoire, il y a aussi les peintures rupestres. Tout à fait. On peut admirer des scènes de chasse, d'affrontements, c'est toute une histoire, c'est une histoire juste incroyable et magnifique. Donc c'est la destination que je propose cette semaine. Donc, et on peut en profiter jusqu'au mois de mars pour découvrir Tamanrasset. Là en ce moment, 27 degrés en journée. C'est parfait. Bon, le soir, il fait froid, donc vous êtes prévenus. La journée, on est en t-shirt, et puis le soir, on se couvre, on met nos... On est bien. En journée, c'est juste parfait, pas trop chaud,
pas trop froid, il faut juste éviter l'été où les températures risquent d'augmenter jusqu'à à peu près 40, même plus, 40 degrés, 40-45 degrés. Donc on évite en été. Et là, c'est juste la période idéale pour y aller. Il n'y a pas trop de pluie, le ciel est carrément dégagé. Donc allez-y, profitez. C'est pas très loin, c'est à côté, c'est notre pays. C'est juste magnifique. L'accueil est très chaleureux. L'accueil est juste incroyable. Voilà, vous ne regretterez pas, effectivement. En tout cas, voilà qui est proposé par Mina Abed ce matin, la visite de l'Askrem et de Tamanrasset, un 2 en 1, donc qui vous permettra de voyager hors du temps, effectivement. Carrément hors du temps, même hors de la planète. Allez. Oui. Les dessertes sont possibles à partir justement de certains pays, entre autres la France, qui a repris les dessertes en charter, ce qui réduit le tarif du voyage jusqu'à Janet, et c'est direct. Et de Janet à Tamanrasset, un petit vol qui est petit vol qui est, bon, c'est agréable. C'est agréable, ça permet de voir justement le paysage. Et bon, vous pouvez y aller par le biais d'agences, il y a des infrastructures, il y a des hôtels, il y a des petits gîtes, il y a des maisons d'hôtes. Et puis, si vous voulez partir entre amis, vous avez toujours il y a des groupes sur les réseaux sociaux qui proposent justement des petites randonnées, des petites sorties vers le sud. Donc, autant profiter de se faire des amis, de rencontrer des gens. Et puis, comme on dit, Hadja ou Fadja. Absolument, c'est permis là-bas. Et c'est vrai que je le disais, c'est une hospitalité légendaire connue pour les Touaregs. Exactement. Et vraiment, c'est un plaisir de découvrir leur culture. Voilà. Là, on va vous dire au revoir pour de vrai cette fois-ci. Hein, pour de vrai. Voilà, parce que tout à l'heure, vous avez dit à tout à l'heure, c'était pas encore fini. Là, c'est à tout à l'heure. Oui. Là, c'est la bonne. Donc là, on va découvrir ensemble. On va aller. Bon, c'est vrai que c'est une ancienne mer, le désert. Mais là, on va vraiment découvrir la mer avec ses vertus dans un instant, mais différemment. La mer qui a connu aussi la bravoure de certains chefs de Chebec, de corsaires aussi à un certain temps lointain. Et justement, il y a un maquettiste, un jeune maquettiste, il s'appelle Kassimi Ahmed. Et il s'est toujours intéressé à ces embarcations très particulières, bien de chez nous, de Chebec en particulier, mais aussi à toutes les galères qui ont existé à cette période où s'affrontaient des empires, l'Empire ottoman, l'Empire aussi espagnol, et donc cette mer Méditerranée qui était le témoin de beaucoup de batailles. On verra d'abord ce portrait, on parlera de batailles et d'affrontements juste après avec une invitée, donc en l'occurrence Selma Chergui, jeune auteur qui nous présente un livre sur Raïs Hamidou. Alors tout de suite, le portrait d'abord de M. Kassimi, il est signé Lamia Boudbouda. Tout ressemble étrangement à l'original. Cordage, mât, voile, il ne manquerait que les eaux cristallines de la Grande Bleue pour que ces voiliers prennent le large. Ahmed Kassimi respire la mer et surtout les bateaux historiques. Une passion, un hobby qu'il a développé au fil des ans et la magie a opéré. الحاجة الأولى كاع هي موهبة على كل حال موهبة وكنت ديتها هواية أنا بيسك نحبها ومنها ديتها هواية نخدمهم شوية كنت صغير بالكرتون كي تعرفي كيفاه هادي بهادي حتى وليت نخدم لي ماكات هكذا. Ahmed vit au rythme des détails. Une à une, il assemble les pièces de son voilier Haroun al-Rachid pour reconstituer ses modèles réduits au plus près des originaux. La première étape est de connaître un maximum de détails pour son modèle. Ahmed Kassimi a ses archives. أنا نجيبهم لي زارشيف كامل داك نروح لقسنطينة نروح لعنابة نروح لميزيا ندخل بريزونتي روحي من هنايا يعاونوني يعطيولي كيما قسنطينة جبت كاع لي دوكيمون جبت تاع طارق بن زياد جبت تاع لي فينيسيان جبت نروح للميزي تاع الأثر القديم ثاني يعطيولي كتابات كان كتابات يعطيوهم لي. Le maquettiste fait lui-même le montage de ses modèles selon des techniques bien précises. Il patine le bois et teinte les voiles pour leur donner cet aspect vieilli
pour plus d'authenticité. ان باطو كيكون كومبليكي وبلي ديتاي هذاك هو الشارم تاعي اللي نحب نخدمه انا ونحب نكسر راسي معاه سيرتو في لي ديتاي. انا نبازي بزاف على لي ديتاي. القماش هذايا انا نشريه سي نورمال، نشريه بيض هكذا نعاود نتنتي. انا نخدم لي تانت ناتوريل، ما نخدمش هذوك تاع الصبيغه. انا نجيب باغ اكزومبل خصو الرمان، نجيب لاتاي، نجيب النعناع، نجيب هادو كاع نغليهم في الماء، نسيي ندير ليسي تاعي، ندير هادي بهادي، نديرو وحدو. فهمتي كيف؟ واش يعطيني ما نتنتيش ديريكت. نحكم مع مورسو نبدا نتنتي فيهم، ننشرهم ونشوفهم اسكو هذا يخرج مع هذا يجي مع هذاك مع هذيك الفتره. Deux de ces réalisations sont exposées au musée de l'armée, une birème et une galère. Mais qu'en est-il du Chebek, ce navire de guerre typiquement algérien? عندي زوج سفن في المتحف الجيش، هي في الفتح. عندي لا بيرام الحضاره الفينيقيه 3-4 قرون قبل الميلاد. عندي تاع الدوله الموحدين 12-13 قرن، هاي عندهم تان 60 غاليريا وفيهم قريب 2 متر. الشباك انا على حسب المعلومات اللي خديتهم انا، هما السفن تاعنا كانت فلوكه بكري. الاصل هما كانوا فلوكه، ستين فلوكيه، كانوا يجيبوا بها السلعه، يصيدوا بها. تالمو اللي كانوا يصيدوا بها ويجيبوا السلعه تشوفي هذيك العرام تاع الشبكه اللي كانت لداخل. فهمتي كيف؟ باعي سموها الشباك. Aujourd'hui, son rêve est de voir ces maquettes devenir des passeurs de mémoire. أنا والله نتمنى يكونوا هادو ما يكونوش عندي هنايا، خاطر هنا إذا قعدوا هنا ما كانش يشوفهم. فهمتي كيف؟ أنا ماذا بيا يكونوا في الفنادق الكبار باش ندعموا السياحة تاعنا. المتاحف كي تجينا ديليغاسيون من برا، فهمتي كيف؟ يشوفوا عندنا تاريخ كبير، احنا تاريخنا يهضروا عليها، وين تروحي يهضروا عليها عظيم. فهمتي كيف؟ لازم نبينوا لهم الحضارة تاعنا والتاريخ ديالنا. Il est temps de laisser Ahmed Kasmi poursuivre ce passionnel travail des bateaux qui colportent de vieilles traditions, mais aussi qui racontent l'histoire d'un homme fabuleux. Voilà, nous sommes ravis ce matin, après ce petit voyage à travers ces petites maquettes reconstituées à partir des originaux, donc ces galères qui voguaient en mer Méditerranée, donc qui faisaient trembler cette mer Méditerranée. Il s'agit de la flotte algérienne et pour en parler, nous avons plaisir aujourd'hui de faire ce voyage et ce bond dans l'histoire et dans le temps avec Selma Chergui. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes auteur d'un livre qui met en relief le parcours de Raïs Hamidou en particulier. Donc Raïs Hamidou, vous l'avez appelé Chevalier des mers, en anglais ça donne Knights of the Seas. Donc voilà, vous l'avez écrit en anglais certes, mais il raconte une histoire bien algérienne. C'est bien cela. Effectivement, j'étais inspirée par la personne du Raïs Hamidou. Alors c'est une figure mythique de l'histoire algérienne, mais aussi de l'histoire militaire et l'histoire de la Méditerranée. Et j'ai pensé que ça serait une bonne chose de représenter un héros algérien, de lui dédier un roman. Et c'était très intéressant, c'était un honneur d'écrire sur ça. Voilà. Il ne s'agit pas effectivement d'un récit historique chronologique, il s'agit tout simplement d'une histoire romancée autour d'une personnalité marquante. C'est bien cela donc. Effectivement, c'est une fiction historique, c'est-à-dire il y aura des éléments d'histoire, il y aura des éléments véridiques, mais il y aura aussi des éléments de récit. Donc voilà, vous qui êtes étudiante, vous avez une licence en sciences politiques décrochée au Canada. Et voilà, aujourd'hui, donc le regard de cette étudiante en sciences politiques sur cette période, sur cette taïfa d'Eriès, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous considérez ces corsaires? Premièrement, c'est une fierté. C'est une fierté parce que souvent, en tout cas, beaucoup de jeunes Algériens, en tout cas c'était mon cas, c'est la quête de l'identité. Chercher à s'identifier à des figures
des héros, des héroïnes. Et quand on se retourne vers notre histoire, surtout avant l'époque de la colonisation, on se voit qu'on a une histoire très riche. Et souvent, l'identité est associée à tout ce qui est histoire et patrimoine. Donc, se retourner vers ce passé, cette histoire, c'est prendre compte de son identité et de son héritage. Et bien sûr, devenir plus fier encore de notre histoire et de notre héritage. Et surtout, se rendre compte qu'il faut travailler pour son pays. Il faut promouvoir l'histoire de son pays et son identité. Quand vous dites identité, effectivement, l'identité de Raïs Hamidou est algérienne. Ce n'est pas un janissaire, ce n'est pas un corsaire ottoman. Donc, il est sorti des ruelles de la Casbah, ce petit garçon donc turbulent qui ne voulait pas hériter du métier de son père qui était tailleur, n'est-ce pas? Et il rêve, et il concrétise son rêve finalement. Effectivement, c'est vrai qu'à travers le récit, je voulais qu'on suit les pas du Raïs Hamidou, qu'on voit le côté humain, ses sentiments, son parcours. Sa vraie histoire commence en 1770 et il va mourir en tant que martyr en 1815 au large du Cap Gata. Et en fait, je voulais un récit qui va retracer son parcours dans le sens où il aura des succès, il aura des défaites, il aura des moments difficiles et des moments de gloire. Donc je voulais qu'on se replonge un peu dans sa vie personnelle. Voilà, c'est l'un des rares, en tout cas corsaires, qui ont le droit de diriger un shebek à son époque. Ils étaient très très rares, ces autochtones, on dira, et non pas, c'est parce que ceux qui dirigeaient les shebeks à l'époque ou les galères, c'était des raïs venus d'ailleurs. Tout à fait, c'est ça un peu la particularité du Raïs Hamidou, c'est qu'il va se départager du reste, il va se faire vite remarquer parce qu'il va commencer très jeune et ce qu'on remarque beaucoup chez lui, c'est son courage et son intelligence parce que c'est une personne extrêmement éduquée et qui est vraiment stratège. D'ailleurs, sa prise de la portugaise en 1802, c'était grâce à son génie qu'il l'a fait parce que en fait, on dit qu'il était blond aux yeux bleus et le capitaine portugais l'avait pris pour un Anglais parce qu'il avait baissé le drapeau de la Régence et il avait mis un drapeau britannique. Et donc, il fait signe au capitaine de venir, etc. Et puis, il va facilement prendre le contrôle de la portugaise. C'est vrai, certains témoignages, entre autres ceux la femme d'un consul, l'avait décrit comme étant un des plus beaux hommes qu'elle avait rencontrés de sa vie. C'est dire que il avait une stature imposante, il avait aussi un charisme qui a fait qu'il s'impose parmi les grands. À 24 ans, il a eu la direction de son premier shebek, c'est bien cela ? Effectivement, il va commencer très jeune. D'ailleurs, c'est intéressant que vous mentionniez ça parce qu'à un moment donné, il va faire prisonnier un poète italien. Et ce poète italien va justement tomber sous le charme du Raïs Hamidou dans le sens où il va être impressionné. Et tout son livre sur Alger, ça va être négatif, sauf que sur le Raïs Hamidou, il va au contraire le féliciter, faire des éloges sur lui. Effectivement, il méritait tous les éloges, il méritait qu'on raconte son histoire, mais ce n'est pas une histoire seulement de bataille et d'affrontement en mer, c'est aussi l'histoire très humaine de cet homme qui a vécu à la Casbah, qui avait aussi une belle histoire d'amour que vous mettez en relief. Effectivement, parce qu'on apprend qu'il était marié à une Mriam bint Sfinja, qui a réellement été sa femme, qui a été aussi sa voisine. Donc je voulais explorer l'idée de l'amour courtois, quelque chose de très humain et surtout dans un contexte algérien, dans le contexte culturel. Donc c'est une histoire d'amour que j'imagine qui commence à l'enfance et qui après on va la mener dans les terrasses de la Casbah et surtout des discussions entre les deux personnages et surtout la figure de Mriam. Je voulais qu'elle soit à l'image de la femme algérienne, c'est-à-dire c'est une femme élégante, c'est une femme brave et c'est une femme qui a son histoire à raconter aussi. Dotée de patience, dotée de force et de plein d'atouts que recèlent les femmes algériennes jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Effectivement. Voilà, on arriverait facilement à s'identifier à cette femme qui a vécu un autre temps. Et donc voilà, vous qui avez mené cette quête durant plusieurs mois, je dirais 3 années pour élaborer cet ouvrage, donc j'imagine que vous aviez peut-être une question qui me taraudait, moi, en tant que jeune journaliste, où j'avais envie de découvrir ces corsaires dont on parlait, et on les traitait de pirates en
fait. Hein. Et c'est en faisant un travail de recherche que j'ai fait la différence et j'ai levé l'amalgame entre pirates et corsaires. Vous l'avez fait aussi de cette manière en écrivant. Effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a un contexte politique et en Occident, on va nous appeler les barbares. D'ailleurs, en anglais, ils vont dire Barbary Coast, la côte des barbares, alors que les corsaires, ils vont les appeler les pirates. Dans les récits, ils vont les décrire comme des monstres, comme voilà. Et puis de notre côté, on va les appeler Mujahidin Bahar. Pour nous, c'est des soldats, c'est des guerriers. Alors, c'est des méthodes qui sont violentes, mais c'est des méthodes qui rentrent dans un contexte politique où il y avait toujours cette peur d'une invasion de l'Occident vers notre région. Et en fait, il y avait l'Empire espagnol à l'époque qui régnait en mer, mais qui a été un petit peu déstabilisé par la présence ottomane, effectivement. Exactement, parce qu'en fait, c'est une stratégie militaire. C'est les déstabiliser, faire une démonstration de force, les démotiver. Et même comme ça, on a quand même résisté à beaucoup d'invasions pendant 300 ans. Et pendant ces 300 années, on a quand même fait face à toutes ces attaques. Oui, on s'est forgé une réputation des rois de la mer. Effectivement, la flotte algérienne a régné à un moment donné de la régence d'Alger. C'était quand même des marins qui dominaient cette mer Méditerranée pleinement. Et c'est vrai qu'ils avaient un statut qui était légitimé par l'autorité en place, effectivement. C'est-à-dire qu'ils servaient le trésor de la ville d'Alger ou des villes où ils sévissaient. Effectivement, et ça faisait aussi la fierté de l'Empire ottoman, parce qu'il disait que l'Algérie, c'était le fer de lance de l'Empire ottoman. Donc on voit l'importance de l'Algérie. Et aussi quelque chose qui est important, c'était qu'on était une wilaya autonome. Donc on avait quand même une certaine agence sur nos propres affaires. Absolument. Donc voilà, c'était ce qu'on appelait à l'époque la Taïfa Derriès, qui avait son organisation, qui avait aussi un statut, des privilèges au sein de la ville d'Alger, de la capitale. Effectivement, on se rend compte que la Taïfa Derriès, ça devient une entité politique. Alors, le motif économique est important parce qu'ils auront un poids, ils feront la richesse du trésor d'Alger. En même temps, ils ont une force militaire, donc tout ce qui est protection et force militaire, ils ont un poids important. Donc la Taïfa Derriès était un organe important de la régence. Très bien. Est-ce que vous avez bien senti la rencontre qui a été organisée pour vous par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel? C'était jeudi dernier, donc vous avez rencontré votre lectorat. Et comment ça s'est déroulé? Je souhaite commencer par remercier l'équipe de l'agence culturelle du rayonnement de la culture algérienne parce qu'ils m'ont permis de tenir cet événement à Dar Abdel Taif c'était un rêve et j'ai pu rencontrer des personnes passionnées de littérature mais surtout d'histoire algérienne. J'ai eu beaucoup d'encouragement. J'étais heureuse aussi de répondre à des questions et d'échanger sur ce point avec les personnes qui sont venues. Et surtout, je remercie les personnes qui encouragent des jeunes comme moi qui voulons faire quelque chose pour notre pays et on fait du mieux qu'on peut en tout cas. Ça a doublé votre motivation au point où vous avez déjà entamé l'écriture française, vous avez de la traduction française, vous la faites vous-même. Donc de votre livre Selma Chergui, donc Raïs Hamidou, Knights of the Sea, Chevalier de la mer, en français ça donnera. Et donc l'éditeur qui vous a soutenu, on va lui accorder une petite minute quand même pour le citer, ce sont des Turcs qui ont cru en vous. Effectivement, alors c'est vrai que j'ai écrit un livre en anglais. Il y a eu beaucoup de maisons d'édition qui ont voulu m'aider, mais il y a eu le problème de la langue. On m'a recommandé cette maison d'édition qui est Ortado Agency. Donc c'est une maison d'édition turque qui avait déjà publié des livres sur l'Algérie. Il y a des Algériens qui travaillent là-bas. Et ils ont été très intéressés par l'histoire parce qu'ils sont vraiment dans l'optique de promouvoir la culture et l'histoire de l'Algérie. Et il y a des intentions vraiment fraternelles, donc je les remercie de leur confiance. Et on vous remercie d'avoir contribué à l'écriture de cette histoire, celle de Raïs Hamidou et de tous les Raïs qui ont fait l'honneur de la flotte algérienne à l'époque. On a été ravis de vous recevoir, Selma Chergui. On vous souhaite bon vent pour cette version et on vous attendra peut-être pour la présenter, qui sait? Inch'Allah. Inch'Allah. Donc voilà, bonne chance. C'est le moins qu'on puisse vous souhaiter. Et donc on rappelle
rappelle que c'est Raïs Hamidou, Knights of the Seas, pour ceux qui aimeraient. Est-ce qu'il est disponible dans les librairies algériennes? Il est actuellement disponible à la librairie L'Arbre à dire à Sidi Yahya. Très bien, donc voilà qui est bien dit, les adresses sont données. Et puis on a été ravis de recevoir cette jeune auteure qui a à son actif un premier roman et ce sera sûrement le premier d'une longue liste. J'imagine, c'est votre rêve. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. On va continuer de parler d'histoire dans cette émission. L'histoire de l'émir Abdelkader, entre autres, donc cette personnalité emblématique de l'histoire de notre pays. Donc à travers un aspect aujourd'hui, on mettra en relief l'allégeance de l'émir Abdelkader el-Moubaya'a et ce sera avec le connaisseur en histoire, Ammar Belkhouja, auteur d'une trentaine de livres consacrés à notre histoire, mais aussi un livre qu'on découvrira tout à l'heure qui est axé sur l'histoire de l'émir Abdelkader. Et c'est parti après ce reportage signé Sofia Chouben qui nous emmène à Dar el-Amir. C'est à Miliana. Donc on va découvrir ce petit musée, ce petit joyau qui raconte un petit peu l'histoire de l'émir et on reviendra juste après. Clin d'œil aujourd'hui sur la ville de Miliana. Bâtie sur un énorme rocher de travertin, la vieille cité voit naître des édifices mythiques tels que cette ancienne demeure qu'on a dénommée Dar el-Amir. La ville de Miliana renferme plusieurs sites et monuments historiques. Entre autres, cette demeure-là. Cette demeure, elle dépend de l'époque ottomane. Donc, elle était habitée par Othman el-Kurdi en 1520 et elle dépendait de Hussein Dey. Donc, c'est une maison mauresque, comme vous voyez là. Aménagée en plusieurs pavillons, le bâtiment abrite des collections très rares retraçant la vie de l'émir Abdelkader, un personnage illustre qui arriva en 1835 dans la contrée du Petit Atlas. La ville de Miliana a dédié cette maison à l'émir Abdelkader et il a nommé son premier calife qui était Mahidine Sghir, puis Ben Adel ou Sidi Mbarak. L'itinéraire du prince soufi combattant n'est pas un secret pour les deux rives de la Méditerranée. Vous savez que l'émir Abdelkader a été emprisonné en bas de 1848 à 1852. Donc nous, avec les relations qu'on a, donc on a écrit au président de la commune d'Amboise. Donc il nous a envoyé divers documents qui sont à notre position. Et ça, c'est pour enrichir notre musée. Effectivement, ces documents, ces fresques colorées et ces armes originales ont enrichi l'espace de la maison d'Abdelkader. Il avait plus de 60 000 combattants. Uniquement à Miliana, il y avait 10 440 combattants. L'émir Abdelkader demeure une référence pour l'Algérie qui inscrit dans ses annales l'histoire d'un homme extraordinaire. Voilà, on continue de parler de cette personnalité emblématique de notre histoire, l'émir Abdelkader, bien sûr, qui a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup d'auteurs et aussi de penseurs se sont penchés sur son héritage. Il nous a légué un riche héritage de par ses actions, mais aussi ses écrits et c'est aussi sa philosophie de vivre. On est ravis aujourd'hui de recevoir l'auteur et journaliste Ammar Belkhouja, donc, qui va nous parler justement d'un aspect en particulier. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous revoir. Moi aussi. Vraiment, ça faisait bien longtemps. C'est vrai. Très bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, M. Ammar Belkhouja, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une trentaine de livres, si ce n'est plus, consacrés à l'histoire, à la culture algérienne. Et bien sûr, on en citera Barbarie coloniale en Afrique, c'était en 2003. Momo, la magie des mots, c'était en 2006. Tiaret, la révolte urbaine plutôt, du 8 janvier 1961. Ali Maachi,
pour ce qui relève des personnalités mises en valeur. L'hymne assassiné, c'était en 2009. Et Ahmed Boumenjli, donc journaliste, avocat, diplomate en 2017, et tant d'autres livres. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la Moubaya'a de l'Amir Abdelkader. Quel sens prend-elle aujourd'hui, cette Moubaya'a? Peut-être avant d'évoquer cet aspect important quand même dans l'histoire du pays, dans l'histoire de sa résistance, dans l'histoire de la réinstauration de l'État, véritablement l'État. Tout à fait. Et peut-être, je dirais quelques mots sur l'agression des Français en Algérie. Ils ont ramené 37 000 soldats, dont 3 000 non-combattants. Hein. Oui. Et ce qui est ridicule, c'est qu'ils disent ah oui, hein, il faut laver l'affront du coup d'éventail qu'avait infligé le Dey Hussein au consul français de Val. Ça remontait au mois d'avril 1827. 3 ans après, ils reviennent avec une armada pour dire hop, vous avez porté atteinte à l'honneur de la France. L'argument diplomatique, oui. Oui, le 14 juin, débarquement à Saoueli, et ils avancent. Ils se carmouchent timides, hein. Ils avancent vers Alger. La réaction, une réaction à l'Est algérien, c'est Bey Ahmed. Dans l'Algérois, il y a Ben Zamoun et Haj Sidi Saad qui organisent la résistance, parce que côté turc, ça va être un peu la débandade. Hein. Le Bey Hussein, le Dey, va remettre les clés aux Français le 5 juillet 1830. Le Bey du Titri, Boumzrag, va se cacher dans une matmora, un silo souterrain dont parle Mustafa Al-Ashraf dans son livre Nation et Société, l'Algérie, Nation et Société. Côté ouest, Hassan, le Bey d'Oran, lui aussi va demander refuge chez Cheikh Mahidine. Hein. Alors, il y a une bataille. On se situe justement après la prise d'Oran, là. Oui, après la prise d'Oran. Une bataille mémorable, c'est celle de Tamenfoust. C'est très important que les Algériens soient mobilisés derrière Ben Zamoun et Sidi Saad. C'est-à-dire que les Algériens ne vont pas être passifs. Ils vont réagir, ils vont s'organiser. Dans l'Ouest algérien, le soulèvement, enfin l'insurrection contre l'avancée de l'armée française va être conduite par Cheikh Mahidine, 1830, 1831, 1832. Et Cheikh Mahidine, un personnage âgé, très influent, il avait de l'ascendance dans tout l'Ouest algérien. La Zawiya Qadiriya avait une autorité morale, et politique aussi, et religieuse. Et on organise la Moubaya'a. Alors c'est quoi? C'est dire aux tribus, Cheikh Mahidine va proposer son fils, Abdelkader. J'ai à peine de 24 ans, 23 ans, 24 ans. Et on a voulu lui donner le titre de sultan d'abord à Mahidine. Oui, voilà. lui-même. Mais lui décline et absolument, lui-même refusait un peu ses titres parce qu'il considérait que le sultanat, la royauté, les monarchies, c'est révolu. C'est des instances, des institutions révolues. Il faut qu'on passe à la modernité. Et c'est ça le génie d'Abdelkader. C'est construire un État qui va rivaliser avec l'Europe de l'époque. Hein, parce que l'Europe de l'époque, c'est l'hégémonie, la domination. Nous sommes les champions des droits de l'homme. Nous sommes... Et l'émir, la proposition, elle va être intéressante. C'est qu'il ne va pas être imposé parce que son père jouit d'une autorité morale. Il faut le plébiscite. On ramène les représentants des tribus. Chaque tribu va désigner des délégués qui sont choisis parmi les meilleurs sur le plan de l'instruction, de l'érudition, de la religion. C'est des personnages très choisis en fonction de leur influence. Et de leur connaissance. Ils viennent le 27 novembre 1832 à Ris. Ris au pied d'un arbre. Les arbres dans l'histoire des sociétés, c'est des symboles. Hein. L'arbre vient toujours dans la vie d'un pays, d'un peuple. Et l'arbre qui se sécularise, il existe actuellement, c'est le Derdara. Le Derdara,
là, tout le monde est là, et Mahiddin va proposer son fils. Ils le connaissent parce qu'il s'est battu sous la direction de son père contre les Français au port d'Oran. Oui, c'est vrai qu'on peut ouvrir la parenthèse et dire que le père a très bien formé son fils sur tous les plans. Sur le combat, sur aussi l'exégèse, sur la connaissance des préceptes du Coran et de la Sunna. Il lui a appris aussi. Il s'est intéressé aux mathématiques, il s'est intéressé à la philosophie. À tout. Et donc, il est érudit. Il est déjà, du haut de ses 24 ans, très érudit. Absolument. Son père lui a donné une instruction, une éducation très, très solide. Il touchait à tout. Oui. Touchait à tout. C'est magnifique. Un jeune homme, la religion, il deviendra commentateur du Coran, un homme exemplaire. Et la lutte va continuer, mais quand je dis le connaissent, oui, il s'est battu avec témérité, avec bravoure, avec courage, et il n'est pas inconnu. Ils l'ont découvert dans les batailles contre les Français, déjà, avant d'être émir, avant d'être plébiscité. Il a été capable de défoncer un carré des Français et de s'emparer de la dépouille de son neveu âgé de 16 ans, qui est mort au port d'Oran, pour l'amener chez sa famille, et lui assurer une sépulture musulmane. Décente. Alors, quel courage. Et puis on a remarqué un grand cavalier. Mais jamais on a vu quelqu'un monter aussi bien à cheval et diriger sa monture avec adresse. Le Mahdi ne se contente pas de la première allégeance. Il va élargir la consultation. Absolument. Et le 4 février 1833, deuxième regroupement, avec prolongement de la consultation, c'est-à-dire qu'on va ramener beaucoup plus de monde qu'auparavant. Ce qui est remarquable, c'est le 4 février, et c'est aussi le mois de février qu'a eu lieu en 628, la Moubaïa de Rasul sallam. C'était en février 628 après Jésus-Christ où il y a eu cette Moubaïa. Au pied d'un arbre aussi, c'est symbolique, mais il y a toujours cette analogie avec l'arbre. L'arbre, c'est l'arbre de Radouane, à côté de Hudayba. Donc, élargissement, si nous employons aujourd'hui la terminologie moderne, on dira, oui, l'émir a été coopté, a été plébiscité, et a été élu. Quand je dis élection, c'est qu'on a pratiqué à l'époque le suffrage indirect. Suffrage indirect. Les Américains n'ont rien inventé. Les Algériens, en 1830, dans les années 1830, ont pratiqué une élection par l'intermédiaire des maires des tribus. Donc l'émir est investi d'une tâche très importante. C'est conduire la lutte contre l'agresseur français. Et appuyé par une légitimité oui. Donc, toute épreuve. Voilà. Conscient de cette légitimité, de cette confiance, il va se mettre au travail. Et pas des moindres, c'est qu'en même temps qu'il organise son armée, il va construire l'État algérien, construire l'État moderne algérien en posant les institutions. Les institutions, il nomme ses ministres, il construit des villes, de nouvelles villes, il désigne, il nomme un parlement qui va statuer sur des questions très importantes quand il le fallait, quand il le faut. Il se fait entourer des meilleurs hommes de ce pays, les khalifas. Les khalifas dont deux sont cités dans l'histoire, Ben Halal par exemple, le khalifa de Miliana, ou Mohamed Bouhamidi Oulhassi, le khalifa de Tlemcen. Des éléments, des hommes. Et puis, moi j'insiste sur une chose, c'est que l'émir n'était pas craint parce qu'il avait une autorité sur les autres. L'émir était aimé. Et c'est ça le problème, c'est que le chef doit subjuguer son entourage, subjuguer son peuple, et si la lutte a duré 17 ans, 15 ans sous l'émir Abdelkader et 2 ans sous Mahiddin, c'est que le peuple aimait ce personnage
il était exemplaire, il était loyal, il était honnête, Il a forcé le respect de ses ennemis. Ah oui, absolument. Il a forcé le respect de ses ennemis. Et d'ailleurs, c'est ce que vous relatez d'ailleurs dans votre ouvrage. L'Amir Abdelkader, adversaire et admirateur. Donc c'est un ouvrage qui est paru l'an dernier aux éditions l'ANEP. C'était à l'occasion justement de SILAC que le livre était sorti. Et donc préfacé par donc Monsieur Khiati, professeur Khiati. Oui. Et donc c'est un livre où vous mettez en relief ces aspects de l'Émir Abdelkader. L'Émir Abdelkader est devenu une légende de son vivant. Et il sera et il demeure à nos jours une légende. Pourquoi? Parce que jamais dans la vie politique des États et des peuples, jamais un homme avait réuni autant de vertus. Quelles sont ces vertus? Elles sont morales. Et le combat, s'il avait duré autant d'années, c'est parce que l'émir jouissait d'une force morale. Absolument, le premier à s'inquiéter La force morale est importante chez eux. Le premier à respecter ses ennemis, à prendre en considération les captifs et les prisonniers, et voilà, qu'il échangeait contre Vous avez bien fait de soulever cette question. Vous avez bien de soulever cette question. C'est que, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, peut-être, je dis bien, l'émir a convenu de respecter les droits des prisonniers. Oui, tout à fait. Jamais ils ont été maltraités, les prisonniers français, chez l'émir Abdelkader. Bien au contraire, on prenait soin d'eux, on leur ramenait même des journaux à l'époque, les droits politiques dont on parle. Ce qui est malheureux et regrettable, c'est que pendant la guerre de libération, 54-62, les Français ne nous ont pas renvoyé l'ascenseur pour dire pendant le siècle passé, l'émir a pris soin de nos prisonniers. Aujourd'hui, les prisonniers algériens méritent autant d'égards. Ben non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Les prisonniers ont subi les pires tortures. C'est ça ce qui est malheureux, c'est que l'émir innove, il est précurseur de la Convention de Genève. Alors, l'émir va forcer l'admiration de ses propres ennemis, de ses propres adversaires. Pourquoi? Vertu guerrière, c'est que avec l'innovation de la guérilla, la guérilla va permettre à l'émir, avec ses faibles moyens matériels et ses effectifs inférieurs aux effectifs français, d'infliger des défaites à l'armée française. C'est-à-dire que le plus faible va triompher du plus fort. Oui. Et la guérilla, là, il faut que les historiens insistent sur cela, c'est que ça va être l'héritage de l'ensemble des mouvements nationalistes du XXe siècle. Absolument. Et la suite de cette méthode va être encore renforcée et modernisée par l'émir Abdelkrim el-Khattabi pendant la guerre du Rif, pendant les années 20. C'est dire un peu nos acquis qui vont être utilisés par d'autres peuples. Les différents résistants de ce monde, effectivement. Alors les ennemis, je commencerai par Bugeaud. Bugeaud, qui était un ennemi implacable de l'émir. Il reconnaît les vertus de l'émir et il dit, mais l'émir, c'est une espèce de prophète, D'autres militaires, des historiens, des historiographes, bref, l'émir, vertu intellectuelle, vertu morale, vertu spirituelle, c'est ça la personnalité. Et à nos jours, on doit encore... Il y a encore beaucoup de choses de l'émir à explorer. Oui, je suis convaincu. Vous, au sein de cette fondation qui a consacré justement beaucoup de temps et d'efforts, qui a consenti énormément d'efforts à la connaissance de la personnalité de l'Amir Abdelkader. Donc la fondation l'Amir Abdelkader a été créée dans ce but et vous en faites partie. Bien. Vous êtes un des membres fondateurs et vous y travaillez. Vous êtes au courant de tout. Ben oui, vous y travaillez toujours justement sur cette personnalité qui est déjà enseigné dans les universités prestigieuses de ce monde et qui a donné son nom à des places et à des édifices et aussi à toute une ville aux États-Unis. En tout cas, on ne pourra pas dire tout sur la personnalité, c'est la matinale, effectivement. Et donc aujourd'hui, on tenait quand même à revenir sur la Moubaya'a, donc on est au mois de février et c'est l'occasion de rappeler cette
précocité, on dira précocité de l'usage du suffrage chez nous. Et donc, oui, voilà, juste, et de la... Voilà, par la Moubaya'a et aussi donc, le plébiscite du prince ou de l'émir Abdelkader. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir ce matin, Monsieur Belkhoudia. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre qui est absolument à lire, L'émir Abdelkader, adversaire et admirateur. C'est aux éditions ANEP et donc c'est signé Amar Belkhoudia. Merci infiniment pour cet éclairage. Et voilà, on continue de parler d'histoire, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, on commémore aussi Sarid Sidi Youssef et le martyr donc, de tous ces Algériens et de tous ces frères tunisiens tombés au champ d'honneur sous les balles assassines du colonialiste. On va découvrir cet aspect de notre histoire avec Hassan Arab qui va me rejoindre dans un moment. Mais avant, on vous propose le portrait de Cherif Malek, ce moudjahed, auteur et artiste, découvert et rencontré par Lamia Boudbouda. C'est entouré de sa famille et de ses amis que le moudjahed et auteur Cherif Malek a fêté la sortie de son livre Loudiden Amadous, un titre qui s'ajoute à Une simple vie et Hadji formant ainsi une trilogie romanesque. Les livres, c'était beaucoup plus pour laisser des traces, des passages à mes enfants et occuper mon temps. C'est la mémoire de toute une existence qu'il faut les retracer. Parce que dans mon livre, il y a de la racine de mon existence, mon grand-père, mon père et tout ça. Le deuxième livre, c'était dans notre région, près de Béjaïa. Il y a un petit douar qui s'appelle Amadan. Et c'est la vie ancienne. Le plus important pour eux, c'est la terre. Et je mets en exergue la vie d'une famille. Dans son premier livre, Une simple vie, l'auteur consacre 2 chapitres évoquant son combat pour libérer l'Algérie du joug colonial. Tout commence à Alxeur, au sein des scouts musulmans algériens, le creuset du nationalisme. À partir de l'âge de 6 ans, jusqu'à 18 ans. Donc, louveteau au départ, routier à la fin. Donc, le scoutisme a formé des hommes de le premier engagement de la Révolution dans notre région. Juin 1954, Cherif Malek embarque pour Paris. Contacté très vite, il sera un membre actif de la Fédération de France du FLN ou la 7e Wilaya. Arrêté en janvier 1959, il connaîtra les affres de la détention. Prison de la Santé, prison Chalon-sur-Marne, camp de Vadnaï, Larzac, Beni Messous et enfin le camp Paul Cazel à Ain Ouessara. Il sera libéré le 19 mars 1962. La Fédération de France a pris en charge 80% du financement de la Révolution, armée et politique compris. Au départ, moi j'ai adhéré à la Fédération de France le 6 juin, vers le mois de juin 1955. Après le jugement, on m'a emprisonné à la prison de la Santé. Seulement, malheureusement, moi j'étais un peu à l'époque turbulent. Je n'acceptais pas facilement des décisions qui ne sont pas raisonnables. Je réagis et ça ne plaisait pas à l'administration pénale. Donc j'ai passé plusieurs fois des temps en prison, dans la prison de la prison. Après une vie familiale bien remplie et une vie professionnelle jalonnée de succès dans le monde de l'entrepreneuriat, à 65 ans, l'auteur prend sa retraite. Ses enfants lui offrent de quoi peindre. Après mon activité, j'étais entrepreneur pendant 30 ans à la sortie de prison. Donc, la retraite, c'est-à-dire quand j'avais atteint l'âge de 65 ans,
j'ai jugé que j'ai trop travaillé, que j'ai droit à un peu de repos. Et là, le retraité est confronté au temps. Il y a des retraités qui chassent la ligne de poste, une canne à pêche. Il y en a d'autres, chacun à sa façon et à ses possibilités. Et moi, c'est la peinture. L'exposition est visible jusqu'au mois de mai à El Mehdi Space Art à Cuba. Soyez nombreux, vous pourriez rencontrer Chérif Malek, un personnage haut en couleur. Et c'est le moins qu'on puisse dire de Chérif Malek, donc ce personnage, un nom à retenir et une personnalité à rencontrer, effectivement, très attachante, cette personnalité. En tout cas, on va parler aujourd'hui d'histoire avec un collègue qui vient de me rejoindre, Hassan Ara, bonjour. Bonjour Radia. Ça va, vous êtes notre spécialiste en histoire et on est ravis à chaque fois d'avoir votre éclairage et votre vision sur les événements qui ont marqué l'histoire de la résistance en Algérie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une époque en particulier. On situe l'année donc on est en 1958 qu'on considère, tous les historiens considèrent comme étant l'année de l'armée de libération nationale. C'était l'armée de l'ALN, 58. C'était l'année où la révolution était véritablement mise sur rail, où il y avait une organisation politique et militaire qui fonctionnait à vive allure et qui commençait sérieusement donc à pousser le commandement militaire français en Algérie à réfléchir à d'autres stratégies diaboliques pour venir à bout de cette armée qu'on a surnommée une bande de Félaga, etc. Oui, Or, c'était une armée organisée et qui avait un objectif bien tracé, celui de l'indépendance de l'Algérie. Donc en 1958, c'est vrai que... Il faut rappeler aussi que l'Algérie était soutenue par ses frères et voisins. Bien sûr. Donc l'année 1958 commence avec donc quand même la douloureuse répression, notamment à Alger, et qui a un petit peu poussé les responsables à l'époque du comité de coordination et d'exécution de s'installer donc en Tunisie et d'organiser, de après poursuivre. La bataille d'Alger, bien sûr. Après justement cette fameuse bataille d'Alger que je qualifie, donc c'est la période de la grande répression d'Alger, avec les milliers de disparus, les milliers de morts, les arrestations massives, comme je l'ai dit, qui a poussé cette stratégie répressive, avait poussé donc les responsables de s'installer notamment en Tunisie, où ils ont développé donc une autre stratégie de lutte en organisant des bataillons sur place et en organisant également, il y avait des réfugiés. Et l'acheminement de l'arme, et surtout l'acheminement des armes. Déjà, donc, le commandement militaire français à l'époque avait compris donc l'importance de la Tunisie dans le dispositif de lutte de libération nationale. Ils ont installé la première ligne électrifiée et minée, c'est la ligne Maurice. Qui va être ensuite renforcée par Charles en 1959. Donc en janvier, il y avait tout d'abord le 2 janvier 1958, il y avait une attaque, il y avait donc c'était la DCA de l'ALN qui a touché, qui a attaqué donc un avion de reconnaissance donc de l'armée française. Et le 11, il va y avoir un bataillon de l'armée algérienne qui va franchir le fameux barrage pour venir pour mener une bataille au niveau de la frontière, mais sur le territoire algérien, dans la région de Soukharas. C'était une bataille très très importante parce qu'il va y avoir des pertes dans les rangs de l'armée coloniale. Il y avait des arrestations et ce qui a un petit peu gêné
ce qu'on appelle les militaires, parce qu'en 1958, les militaires, ceux qui étaient chargés de mener cette guerre contre le peuple algérien, commençaient à prendre même le dessus par rapport donc, au gouvernement de la métropole, parce qu'ils étaient appuyés par le lobby, et il faut toujours le dire, colonialiste en Algérie. Donc ils réclamaient, juste après, le droit de poursuite, et on parlait à l'époque de provocation. C'est comme ça qu'on a essayé de justifier le massacre qui va suivre, effectivement. Qui va suivre le 8 février 1958. Voilà, donc on est à Saqiet Sidi Youssef, on n'est pas loin de Soukharas, on est vraiment sur ce ruban frontalier. Saqiet Sidi Youssef, elle se situe sur un itinéraire important qui est suivi par les combattants de l'ALN. C'est entre, effectivement, la ville de Soukharas, qui est une ville importante pour les militants et les combattants de l'ALN, et la région de Kef également. Donc c'est sur au milieu le tronçon routier qui unit le Kef à Soukharas, que se trouve Saqiet Youssef. Donc sur le ruban frontalier, vraiment la limite frontalière des deux pays, en tout cas. Entre l'Algérie et la Tunisie. Voilà. On va avoir un autre récit, donc celui de notre collègue du service de reportage, Samia Bouarour, va nous raconter un petit peu l'histoire de ce massacre de Saqiet Sidi Youssef, et on va revenir pour étayer un petit peu ses propos avec notre ami ici présent, donc Hassan Arab. Saqiet Sidi Youssef, ce lieu historique qui a marqué des générations d'Algériens et de Tunisiens, a vécu des massacres qui demeurent parmi les pires atrocités que la France coloniale a commises. Des massacres qui ont constitué une grande halte dans l'histoire de la lutte des deux pays qui a unifié leur destin commun. Au regard de sa symbolique dans l'instauration de la cohésion entre les enfants de l'Algérie et de la Tunisie, ainsi qu'une glorification de leur histoire commune à travers le sang des martyrs qui s'est mélangé. D'autant plus que ces événements n'ont fait que renforcer la détermination des enfants de la Tunisie à se mettre aux côtés de leurs frères algériens. Le bombardement de Saqiet Sidi Youssef est une opération militaire menée par l'armée française dans le cadre de la guerre d'Algérie sur le village tunisien de Saqiet Sidi Youssef le 8 février 1958, causant la mort de plus de 70 personnes, dont une douzaine d'élèves d'une école primaire et 148 blessés parmi la population civile. La date du 8 février de chaque année demeure un jour mémorable dans les relations des deux pays, reflétant l'ampleur de la barbarie du colonialisme français qui avait alors pilonné la région tunisienne de Saqiet Sidi Youssef sous le prétexte du droit de poursuivre des moudjahidines de l'armée de libération nationale, l'ALN. Sidi Youssef, une région, une date, une histoire qui restera gravée dans la mémoire des deux peuples. Allah yarham shuhada, effectivement. Et puis on va un petit peu s'arrêter sur ce bombardement. Était-il légitime, puisque beaucoup de civils ont péri pendant cette attaque. Mais le commandement militaire, parce qu'on doit situer donc les faits, les responsabilités tout d'abord. Donc après donc le raid du 2 janvier et l'attaque, parce que la bataille donc, du 11 janvier 1958, il va y avoir une réunion du commandement interarmes à Alger, donc, qui était présidée par le général Salon. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision donc, de poursuivre les combattants de l'ALN, y compris même sur le territoire tunisien. Et là, on charge donc le général Jourou pour mener, parce que c'était lui le responsable de la 5e région donc, de l'armée de l'air à l'époque, il va organiser donc un escadron pour attaquer cette bourgade, cette petite ville, ce village de Saqiet Sidi Youssef. Alors, ils ont eu l'aval
des autorités politiques. C'est l'aval verbal, donc il n'y a pas donc un aval écrit, donc l'autorisation écrite, mais à l'époque c'était le ministre de la Défense, c'était Chaban Dalmas, qui a autorisé donc cette attaque. Il paraît parce que donc on protège toujours les grands responsables, parce que c'était le président du Conseil de l'époque, c'était Félix Gaillard, qui n'a pas, semble-t-il, qui n'a pas été informé. Et puis le 8 février 1958, on décide de mener donc l'attaque. Alors il va y avoir 25 bombardiers pour attaquer une petite bourgade. Ah oui, il va y avoir même des avions, des B-26, donc qui ont été mobilisés pour bombarder, mais également mitrailler, parce que il y avait des chasseurs qui ont mitraillé tout d'abord. Donc c'était le 8 février 1958, c'était une journée de marché. Donc et les avions les chasseurs ont lâché leur bombe. Non, ils ont mitraillé donc en rase-motte les paisibles citoyens qui vaquaient à leurs occupations ce jour du marché, avant que les bombardiers larguent leur charge donc sur cette bourgade. Et le bombardement avait provoqué notamment justement quelles étaient les conséquences. Voilà, il y avait des victimes, beaucoup de victimes. Certains on parle donc de 80 victimes à peu près, dont beaucoup d'enfants, parce que même une école primaire a été ciblée. Il y a eu au moins une vingtaine d'enfants tués dans ce raid. Et il y a eu donc des infrastructures de la Croix-Rouge internationale qui ont été également ciblées. Et il y a eu une mine de plomb désaffectée qui a été également ciblée. Et donc, en dépit de ce sacrifice donc, des Algériens, parce qu'il y avait également des réfugiés algériens et des Tunisiens qui ont été ciblés, tués pendant ce raid, il va y avoir donc des conséquences terribles pour le côté français, parce qu'ils ne s'attendaient pas au retournement de la situation. Au début, ils ont justifié, ils ont justifié leur attaque, c'était pour répondre à une provocation. Et puis, mais quand on a montré donc les cadavres des enfants tués pendant ce raid, certains militaires à Alger, donc ce sera les futurs putschistes, vont toujours poursuivre cette thèse de légitime défense. Salan, entre autres, oui. Oui, c'est Salan, parce que Salan, Jouhou, donc et toute la clique, c'est pourquoi on a essayé à un certain moment de dire que c'était les militaires. C'est vrai, les militaires, c'était les partisans donc, de l'Algérie française. C'était au moins il y a Jouhou et Salan, et même le général Elie, étaient pour maintenir l'Algérie dans le giron de la France. Mais attention, donc la politique colonialiste française en 1958 était toujours de dominer, d'exterminer notamment les combattants de l'ALN. Sur le plan diplomatique, le président Bourguiba, qui avait déjà, donc, parce que les Français, ils ont essayé de contacter, de faire des pressions sur Bourguiba. Félix Gaillard avait envoyé, au moins, juste avant ce raid, il avait envoyé un émissaire qui était Buchelet, je pense, c'était le général, et Bourguiba a décliné. Il a dit, ce général avait participé à la répression en Tunisie déjà, donc pendant la révolution tunisienne. Donc il a refusé de le recevoir. Et puis il leur a dit, il faut que la France aujourd'hui comprenne que c'est pas avec un général, c'est-à-dire qu'on mette des pressions sur un État et un pays donc indépendant. Et c'était donc le premier message. Mais après, le président Bourguiba avait organisé donc une visite pour les diplomates
qui se trouvaient en Tunisie, sur les lieux même du drame. Et là, on a constaté donc l'ampleur des dégâts et l'ampleur du massacre, parce que c'était un massacre. Même les alliés traditionnels de la France étaient vraiment choqués et gênés. Donc on ne pouvait plus défendre le fait de massacrer des civils et des enfants innocents. 12 enfants, des femmes et beaucoup de blessés. Et beaucoup de blessés, c'était des civils, la plupart des civils, parce que en fin de compte, il n'y avait pas, comme le prétendait la France, une base des combattants base arrière de la LN, pour les combattants. Parce que les Algériens, c'est-à-dire les combattants de la LN, c'est vrai qu'il y avait, mais ils se faisaient très très discrets, donc ils étaient formés pour ce type, donc... ils étaient dans les maquis essentiellement, et donc là c'était carrément une agglomération qu'on a décimée jusqu'au bout. Et donc, quel a été l'impact d'un tel événement, donc d'une telle répression, sur le mouvement révolutionnaire algérien? Sur le mouvement révolutionnaire, l'Algérie qui a inscrit la question de l'internationalisation, c'est-à-dire il y avait une lutte révolutionnaire armée qu'il fallait mener, mais il y avait également une lutte diplomatique et politique qu'il fallait mener. Donc c'était sur le plan de l'internationalisation de la question algérienne, les Algériens ont su exploiter donc ce massacre pour dire qu'il s'agit également d'une guerre que la France, c'est pas une... Parce que jusque-là, on disait que c'était des opérations de maintien de l'ordre, de la pacification. D'ailleurs, on parlait de la pacification de la région de Soukharas. Mais les gens ont commencé à comprendre qu'il y avait une guerre entre des Algériens et une armée française, et c'est pas une armée de libération nationale, une armée française, c'est pas Ce sont deux armées qui s'affrontent et non pas de simples terroristes. C'est pas de simples opérations de maintien de l'ordre, parce que pour les Français, l'Algérie était une question d'ordre intérieur. Donc ça va. C'est quelque chose qui va à l'encontre même de la politique française, parce que nous allons assister à l'affaiblissement des politiques français, à tel point que les militaires d'Alger, ceux qui ont décidé donc ce bombardement, vont, avec l'appui évidemment des pieds noirs, des ultras de l'Algérie française, imposer le changement donc sur le plan politique. C'était la fin donc de la 4e République, c'est le retour donc on fait appel au général de Gaulle, c'était donc au mois de mai, à partir du mois de mai 1958, et là de Gaulle arrive, il va pour satisfaire ceux qui l'ont ramené, ceux qui l'ont aidé à retrouver le pouvoir, et il fallait qu'il s'appuie donc sur ces militaires d'Alger. Il va donner des moyens colossaux. Il va charger l'un de ses généraux, le général Chal, pour organiser le rouleau compresseur contre les Algériens. La première des choses, il fallait qu'il renforce les frontières. Les frontières. Donc avec une deuxième ligne électrifiée et minée avec des miradors. Donc, et puis, c'est mener des opérations contre le maquis de l'ALN qui était plus que jamais forte en 1958. Oui, mais qui a eu beaucoup de mal après cette édification de la ligne Chal, d'abord Maurice et puis Chal. Oui, on le dit, c'est vrai. Par rapport à l'acheminement de l'armement, parce que c'est le nerf de la guerre. Mais entre autres, donc on est au mois de mai, justement. Au mois de mai, dans la région de Soukharas, il va y avoir ce qu'on appelle la bataille de Soukharas. Il va y avoir, je pense, d'ailleurs certains historiens l'appellent la mère des batailles, cette bataille où un bataillon complet, donc le Front de Libération Nationale va lancer
Donc une offensive, c'était un bataillon qu'il va engager dans cette lutte, à la fois pour mener des opérations sur le territoire algérien, mais également pour accompagner des unités qui allaient renforcer les rangs des wilayas, c'est-à-dire notamment la wilaya 1, 2 et 3. Et c'est vrai que sur le plan militaire, les pertes étaient très très lourdes pour le Front de libération nationale, mais sur le plan stratégique, il fallait montrer aux Français que l'ALN était encore puissante, qu'elle était organisée et que le franchissement du barrage n'allait pas s'arrêter. Il fallait montrer que la stratégie de l'armée française, qui consiste à verrouiller les frontières, n'allait pas décourager les unités de l'ALN. En tout cas, beaucoup d'artistes se sont intéressés à la question. Ils ont un petit peu rendu hommage aux martyrs, justement algéro-tunisiens, lors de cette bataille sanglante, ou plutôt cette attaque ou ce raid sanglant. Et puis il y a eu des chansons comme ça qui sont mémorables, qui racontent un petit peu la complainte de cette Algérie simple dans ces milieux ruraux et qui nous rappellent un petit peu toute cette souffrance. Tayara Safra. Ah oui. Ben, on va l'écouter un petit peu et on va reprendre un petit peu le récit juste après.
Très belle reprise de cette chanson du patrimoine. Oui, Tayara Safra. parce que c'est l'aviation française terrorisée. C'est pourquoi il y avait cette chanson Tayara Safra. Terroriser les civils dénonçant. Attention, dans les villages, les Dchra, les Mechta, etc., ils n'avaient pas la défense anti-aérienne. C'est ça, oui, et puis, c'est-à-dire on a mobilisé. À un moment donné, nous avait Exactement, vraiment on a mobilisé pénalisé. de l'aviation, avec les différents types d'avions, des bombardiers, des chasseurs, des avions de reconnaissance, etc., pour également terroriser, semer la terreur au sein des populations, notamment les populations rurales. Absolument, et pour porter atteinte à l'armée de libération nationale surtout. Exactement. Et c'est vrai qu'il face à cet obstacle, parce qu'il est facile il faut dire que la révolution algérienne est la seule, enfin pas la seule bien sûr, mais l'une des premières à avoir fabriqué ses propres armes. C'est-à-dire ça l'a poussé à ces retranchements. Exactement, c'est-à-dire, il faut le rappeler, qu'ils ont commencé pratiquement avec des armes rudimentaires. C'est après, c'est la force de l'organisation, Nedam, comme on dit. Parce que c'est ça, ils ont mis en place une organisation stricte, judicieusement mise en place, qui a permis donc de venir à bout de l'ogre colonial. Absolument, avec un ministère de l'armement qui a vraiment cherché toutes les solutions possibles et a rêvé même du montage de ses propres avions à un moment donné. Oui, mais c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à cette étape. Non, vers la fin de la guerre de libération, on a même réfléchi donc à acquérir des hélicoptères. On a formé des pilotes de chasse. Aussi, entre autres. Exactement. Donc, en ce qui concerne les petites armes, on a des usines de fabrication d'armes, de munitions, mais également d'explosifs, qui étaient des usines du Front de Libération nationale. Absolument. Pendant la guerre. Donc voilà, c'est dire un petit peu les retombées de cette journée macabre du 8 Elle renseigne d'une chose, c'est ce sacrifice commun entre deux peuples frères qui partagent donc non seulement l'histoire, la culture, mais aussi ce combat libérateur, ce combat contre le colonialisme français. Hassan Arab, vous avez consacré aussi dans les dossiers de la mémoire, l'émission que vous animez sur Canal Algérie, toute une émission à ce dossier en particulier. Pour revenir sur cette date importante de notre histoire contemporaine, mais avec donc un regard plutôt humain. On va essayer de voir le côté humain donc, de ce qui s'est passé à cette époque avec une invitée exceptionnelle, Zoubida Mhamria, que nous saluons, qui est une fidèle donc, de Canal Algérie. Oui, on la salue, d'autant plus qu'elle est une enfant de cette région de Soukharas. Elle l'a vécu vraiment dans son âme, cette douloureuse donc, époque de la Révolution. Elle a écrit un scénario, donc le film, je pense que le film, on a commencé à tourner même le film. Hein. Oui, nous l'avions reçu la semaine dernière, Zobeida Mhamria, donc a écrit des scénarios, entre autres, qui consacrent un scénario à Saqiet Sidi Youssef en particulier, et certainement que ça révélera tout ce côté humain, toute cette souffrance du peuple algérien qui a vécu ce moment difficile des répressions du 8 février 1958. Merci beaucoup Hassan Arab. C'est moi. Voilà, donc ce sera lundi soir, c'est bien ça? Oui, à 22h. À 22h, les dossiers de la mémoire consacrés à Saqiet Sidi Youssef. Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. Je vous souhaite de passer d'excellents moments avec la suite de nos programmes. Un bon week-end pour ceux qui l'entament et aussi une bonne fin de semaine pour ceux qui sont de l'autre rive de la Méditerranée, ailleurs, partout ailleurs. Donc on vous remercie pour votre fidélité, on vous dit au revoir. Dimanche pour moi et dès demain vous retrouverez Nolhoud à Bouzgaou. عندي راس خيل ميمة ما تطنيش
طالع لأسفل نموت وما هنرمديش نموت وما هنرمديش جند اللي جانا وطرحنا له الفراش جند اللي جانا وطرحنا له الفراش طرحنا له الفراش مع فرنسا جات القهوة ما أشربهاش مع فرنسا جات القهوة ما أشربهاش قهوة